Bienvenue à notre webinaire consacré au Digital In-Store. Donc, nous sommes la société Smile spécialisée dans les technologies open source en France et en Europe. Nous avons donc différentes offres, dont l'offre e-business, et je suis Florence Sortel, donc consultante e-business. Notre offre Digital In-Store s'adresse aux retailers possédant un réseau de distribution physique ou aux e-retailers pure player dont l'ambition est de créer des points de vente physiques ou des showrooms. Donc, nous concevons des dispositifs digitaux in-store visant à développer la marque et le business de nos clients. Et pour accompagner cette offre, nous avons sorti assez récemment un livre blanc donc publié chez Smile sur le Digital In-Store. Et donc, voici la suite, ce webinaire. Donc, aujourd'hui, nous allons voir plusieurs points. Le premier étant pourquoi le Digital In-Store, les technologies et les usages, quelques cas pratiques, les facteurs clés de succès et enfin les questions à se poser avant de démarrer tout projet Digital In-Store. Alors pourquoi le Digital In-Store? Donc le Digital In-Store, la digitalisation des points de vente est actuellement au cœur de toutes les problématiques des retailers, que ce soit ordinateur, smartphone, tablette, TV connectée. Les consommateurs sont maintenant multi-équipés, multi-connectés. Ils ont accès à tous ces devices. Les évolutions technologiques et le déploiement des réseaux 4G et du Wi-Fi ont bien entendu modifié leurs usages et leurs attentes. Les clients sont maintenant plus matures, ils sont demandeurs d'expériences clients enrichies et unifiées et ils s'attendent bien entendu à retrouver dans leur magasin le digital auquel ils sont habitués au quotidien. Quelques chiffres pour poser le contexte. On sait maintenant que 90% du chiffre d'affaires du commerce de détail est réalisé en point de vente et que 45% des ventes seront influencées par le digital en 2020. Concernant les smartphones, donc de plus en plus de e-acheteurs équipés en mobilité, notamment pour les plus jeunes. 72% des possesseurs de smartphones l'utilisent lorsqu'ils sont en magasin, que ce soit pour comparer les prix, pour avoir des avis de leurs pairs ou voir un petit peu où se trouvent les différents points de vente. 63% des acheteurs qui passent une commande supérieure à 150 € utilisent de multiples canaux, donc on s'aperçoit que le cross-canal est beaucoup plus vendeur puisque le panier moyen était de 76 € pour le premier trimestre 2016. Donc panier moyen qui est toujours un petit peu en baisse. 3 e-acheteurs sur 10 se font également livrer en magasin, ce qui permet également de développer des stratégies de cross et de upselling. Et 79% des consommateurs souhaitent au minimum que leur vendeur soit connecté, puisque eux-mêmes le sont. Donc ils attendent du vendeur qu'il soit équipé d'outils d'aide à la vente, dont notamment les tablettes, pour l'aider à vendre, pour faciliter le conseil et pour valoriser le catalogue produit pour 45% d'entre eux. Les technologies et les usages, donc beaucoup de technologies. On ne verra pas forcément tout aujourd'hui, mais au moins les plus importantes. Notamment les beacons, donc le beacon est un petit dispositif électronique qui, positionné de façon statique, donc va être détecté par un mobile et être capable de reconnaître et de dialoguer avec ce dernier sur une distance de quelques dizaines de mètres, ce qui permet à un client qui fait du shopping de recevoir des push notifications de bienvenue à l'entrée du magasin ou une promotion sur le produit devant lequel il passe. Pour cela, bien entendu, il doit disposer de l'application mobile de l'enseigne et également d'avoir activé la fonction Bluetooth. Ce qui permet à la marque de pouvoir capter un client dès l'entrée du magasin pour lui pusher des offres ou pour le fidéliser, et pour le client, bien entendu, d'être reconnu par la marque et de se voir proposer des offres correspondant à son profil, puisque nous sommes de plus en plus dans l'ère de la personnalisation. Un autre service donc qui est le click and collect, donc ce qui est une fonctionnalité que l'on retrouve sur de nombreux sites, donc qui est proposé par de nombreuses marques, qui est de commander un produit en ligne et de venir le chercher ensuite en magasin.
Donc ça induit pour le magasin, bien entendu, une gestion des stocks en temps réel, et également de pouvoir faire du cross-selling et du upselling. Pour le client, c'est moins de contraintes, bien entendu, et pas de frais de livraison. Le smartphone ensuite, donc, et notamment le paiement sans contact que l'on reverra un petit peu plus tard. Donc le paiement est possible avec la carte de paiement, bien entendu, la carte du magasin ou son smartphone, utilisant la technologie NFC, donc NFC, Near Field Communication. Le client, donc, après avoir sélectionné ses articles en magasin, paie directement en apposant sa carte ou son smartphone sur le terminal de paiement. Donc on n'a plus de code à effectuer. Pour la marque, c'est un avantage puisque les paiements sont beaucoup plus rapides et on évite ainsi les files d'attente en magasin. C'est donc un gain de temps non négligeable pour le client. Le smartphone permet également de scanner les produits via un code barre, smartphone d'ailleurs ou tablette, ce qui permet différents types d'utilisation, notamment pour le client de pouvoir scanner un produit pour consulter les informations de ce produit, ou de pouvoir aussi constituer sa liste de courses en magasin ou depuis son domicile lorsque cela est proposé par la marque. Et pour le vendeur, de pouvoir scanner un produit, notamment avec un smartphone ou une tablette, pour pouvoir consulter des informations sur le produit, ou de pouvoir voir où en est la gestion des stocks, pour pouvoir gérer la relation client. Ce qui permet à la marque de pouvoir consulter rapidement une info produit, et pour le client d'avoir une expérience un peu plus autonome depuis son smartphone. Ensuite, nous allons voir la cabine d'essayage virtuelle, donc ce qui permet à un client, donc, qui par exemple va essayer un pantalon, va essayer un pull, de pouvoir essayer un autre modèle ou de trouver une chemise par exemple pour compléter sa tenue sans sortir de la cabine. C'est-à-dire qu'il va pouvoir consulter le catalogue du point de vente depuis la cabine connectée et d'envoyer sa nouvelle demande au vendeur. Le vendeur reçoit donc une notification par exemple sur son smartphone et peut apporter le produit à son client. Ce qui permet pour la marque de ne pas se déconnecter en fait avec le client lorsqu'il est en cabine. On a une connexion permanente avec le client et le vendeur, plus la possibilité donc de répondre à ses demandes le plus rapidement possible, pour faciliter l'achat ou même pour le susciter. Lorsqu'on sait ce qu'il est en train d'essayer, on peut lui proposer d'autres produits. Pour le client, c'est un service à valeur ajoutée, c'est un gain de temps et c'était également une expérience un petit peu plus ludique. Une autre techno que l'on voit assez souvent maintenant, et qui est la vitrine connectée, notamment que l'on peut rencontrer dans l'immobilier ou dans la mode. La vitrine connectée, est une véritable extension du magasin, puisqu'on a un écran qui est disposé en vitrine. Il peut être tactile ou non, et il va diffuser des contenus qui vont permettre de capter le passant pour le faire entrer en boutique. Pour la marque, ça permet de faire entrer les clients dans le point de vente, d'animer commercialement et de manière contextuelle chaque boutique en fonction de son lieu, en fonction du temps, etc., etc. Et pour le client, d'être informé directement des nouveautés et des promotions dès qu'il passe près d'un magasin, et d'être pourquoi pas d'entrer dans ce magasin pour effectuer un achat. On a également de plus en plus de marques, notamment de grande distribution, le test, c'est le caddie connecté. En fait, il s'agit d'une tablette tactile qui est fixée sur un caddie avec l'application de la marque. Donc on peut reconnaître le client, on a l'historique du client, on peut lui envoyer des push promos, et on peut avoir un système de géolocalisation indoor. Donc on sait exactement
se balader le client et pouvoir lui pusher des promotions de manière contextuelle. C'est pour la marque un nouveau canal de publicité et de promotion des produits. Et notamment, la marque peut également commercialiser de nouveaux espaces de pub auprès des marques. Pour le client, ça va lui permettre d'être orienté le mieux possible dans le magasin et également de se voir proposer des offres personnalisées. La borne ou la table connectée, donc que l'on retrouve dans quelques points de vente maintenant, notamment vous pouvez en trouver chez Marks & Spencer. La borne, donc la tablette tactile dans le point de vente permet de présenter l'univers de la marque, permet de présenter les produits de manière un peu plus ludique, mais également de faire patienter le client qui peut avoir la main sur cette borne, notamment pendant les périodes de forte affluence, de ne pas le laisser seul sans vendeur, mais au moins de pouvoir trouver de l'information via cette borne. Et c'est notamment ce qu'on appelle aussi le concept de weight marketing, c'est-à-dire de pouvoir optimiser au maximum le temps d'attente. Donc pour la marque, il s'agit de mettre à disposition donc ce device avec différents contenus, différentes fonctionnalités. Donc ça peut être un configurateur produit, ça peut être un extenseur de gamme. Notamment, c'est très intéressant pour les petites surfaces qui ne disposent pas de tous les produits en physique, et pour le client, ça lui permet de pouvoir être un peu plus autonome lorsqu'un vendeur n'est pas disponible pour pouvoir le renseigner. D'autres technos, les objets connectés, donc on a de plus en plus d'objets connectés, que ce soit des montres ou autres, et notamment on peut également avoir les robots, ce qu'on appelle les robots humanoïdes. Donc vous connaissez peut-être ou avez déjà entendu parler de Pepper, que l'on peut retrouver dans certaines grandes surfaces notamment. C'est donc un utilisateur va pouvoir recevoir une alerte quand un produit va manquer, par exemple, dans son réfrigérateur, mais également si vous êtes dans un magasin, il y a Pepper qui peut également vous donner des informations sur un produit, vous souhaiter la bienvenue ou également vous proposer des promotions. Ça permet aux clients de bénéficier de services utiles, de services personnalisés, puisqu'il y a une vraie relation entre les deux, et notamment d'avoir une expérience un petit peu plus ludique. Une autre et dernière techno, donc qui est le casque ou la réalité virtuelle. Donc la réalité augmentée, donc est la superposition d'objets virtuels dans notre perception du monde réel, donc via ce casque virtuel, une application smartphone ou même une tablette. Par exemple, un client, lors d'une visite dans un centre commercial, va se voir afficher des push promos en fonction des rayons dans lesquels il se trouve. Ça permet à la marque de proposer une vraie immersion, une immersion totale et vraiment poussée au client, et de pouvoir faire entrer le client dans son univers pour mieux lui vendre ses produits et le plonger dans une véritable expérience émotionnelle. Donc la marque se différencie par son image innovante et par cette expérience émotionnelle, joue un peu plus sur la corde sensible et permet de vendre également peut-être un peu plus facilement. Le client peut ainsi mieux se projeter dans l'univers de la marque ou l'utilisation d'un produit et vivre une expérience encore plus ludique que ce que nous avons pu voir auparavant. Donc après ce petit panorama de technologie, je vous propose de voir deux cas pratiques, notamment donc une application paiement chez Leclerc, donc réalisée par Smile. Donc Leclerc, vous connaissez tous, donc c'est plus de 550 magasins,
Et leur problématique était de proposer un moyen de paiement mobile simple pour les clients de chez Leclerc. Parce que des moyens de paiement mobile, il y en a régulièrement, mais qui fonctionnent vraiment simplement. Finalement, on n'en a pas tant que ça, et souvent c'est un petit peu laissé à l'abandon. Donc le paiement sécurisé, donc c'était un des premiers objectifs pour que tout ça fonctionne. Donc des transactions totalement sécurisées avec aucune donnée bancaire enregistrée sur le smartphone. Donc la marque a proposé à ses clients de payer avec le smartphone dans les magasins et les magasins partenaires, donc grâce à une application gratuite qui s'appelle Paiement Flash. Et cette application donc, doit être associée au départ à une carte bancaire, mais une fois que le compte Paiement Flash est configuré donc avec la carte bancaire, il suffit de flasher un QR code donc, qui est présenté à la caisse via un ticket par exemple, ou à une borne de scan achat. On flash et voilà, on a payé. Donc une fois qu'on a entré ses coordonnées bancaires, on n'a plus besoin du tout de ressortir sa carte pour payer. Plusieurs fonctionnalités, donc on peut gérer plusieurs cartes bancaires, bien entendu. On peut transférer, par exemple, un montant fixe depuis une carte pour ne pas dépenser plus que ce que l'application contient. On peut effectuer un transfert d'argent d'un utilisateur à un autre, ce qui permet de faciliter les échanges. Voilà. Un autre cas, donc le McDonald's des Champs-Élysées, donc c'est un nouveau restaurant qui a été refait sur les Champs-Élysées, puisque le McDo des Champs-Élysées existe déjà depuis quelques années. Mais McDo a fait évoluer son offre et son positionnement, notamment sur le restaurant des Champs-Élysées. D'autres restaurants sont appelés à être rénovés en France. Mais ce restaurant donc est la première rénovation, donc c'est un petit peu un restaurant test et précurseur, et qui va servir de laboratoire à tous les autres. Donc le dispositif digital consiste à jouer à fond la carte de la personnalisation en termes d'offres et de services, puisque en fait on a dès l'entrée 16 bornes de commande qui sont accessibles, donc des bornes de commande qui sont proposées en forme d'écran de smartphone à taille humaine. Mais la marque qui a fait les choses assez intelligemment ne tombe pas dans le piège du tout digital, puisqu'en fait on a quand même des hôtes et des hôtesses qui sont munis de tablettes, qui vont accueillir également les clients pour les orienter ou prendre leur commande. Donc personne ne se retrouve perdu dans ce restaurant. Donc la préparation des commandes se fait à la demande, et à terme les clients auront également la possibilité de personnaliser leur hamburger via ces bornes. Donc le règlement se fait à un comptoir spécifique ou directement sur la borne, et ensuite un système de localisation dans la salle permet au serveur d'apporter le plateau au client via un numéro de commande. Donc là on révolutionne un petit peu la façon de faire de McDo jusqu'à présent. Donc voilà, là c'était les deux cas pratiques que je souhaitais vous présenter. Bien entendu, il y en a d'autres, et vous en retrouverez d'autres dans le livre blanc qu'on mettra régulièrement à jour. Alors pour pouvoir mettre en place toutes ces technos, c'est pas si simple, et il y a pas mal de choses à voir pour que tout ceci fonctionne. Donc on va voir maintenant la quatrième partie, donc qui s'appelle les facteurs clés de succès. Donc comment on passe d'un magasin traditionnel à un parcours client digitalisé. En termes de stratégie et d'organisation, chaque marque doit définir différents points, puisque chaque marque a un niveau de maturité qui lui est propre. Donc les points à définir, enfin les points les plus importants en tous les cas, la stratégie digitale globale, dont le in-store, l'offre produit et son marketing, la typologie des points de vente, puisque on ne digitalise pas de la même manière une boutique, un corner, une grande surface, une petite boutique dans une ville ou dans une périphérie, les cibles et leurs usages,
les concurrents, qu'ils soient directs ou indirects, où ils en sont, les objectifs de la marque, commerciaux, ça peut être également des objectifs en termes d'image, de notoriété, le ROI qui est attendu de tout cela, l'évolution possible du business model de l'entreprise, puisque la digitalisation, bien entendu, va faire évoluer votre business model, la data client qui va être récoltée et l'exploitation qui en est prévue. Sinon, bah, ça sert pas à grand chose de recueillir de la data client si on ne peut pas l'exploiter et si on ne peut pas proposer des optimisations ou de nouvelles offres avec tout ça. Et également un point à ne pas négliger, qui est souvent source d'échecs, c'est la conduite du changement. Donc avec qui on va la mener en interne, comment on va la mener, en combien de temps, ça c'est un point qui est très important. Les ressources humaines également et budgétaires donc allouées au projet, puisque on monte de véritables équipes en interne pour gérer ces projets, et également la roadmap du projet, la phase de test qui est importante, de lancement, le déploiement, etc., etc. Ce sont des projets qui se font quand même sur le long terme. Donc la phase plus opérationnelle, une fois qu'on a vu tout ça, peut ensuite démarrer avec la définition des use cases, des parcours clients, le dispositif digital à mettre en place, quel device on va utiliser, est-ce qu'on va proposer une application smartphone, des tablettes, des écrans connectés, etc., etc. Quel rôle on va donner à ces différents devices et quel objectif en fait on va leur donner. Quel contenu en termes de rédactionnel, en termes de vidéos, de photos, etc. Quelle cible va-t-on adresser avec ces différents devices et enfin, quel bénéfice va-t-on en retirer pour la marque, bien entendu, mais pour le client. L'objectif étant toujours de capter le client avant, pendant et après la visite en magasin, pendant tout le cycle de vente, puisque l'objectif c'est de le faire venir dans le magasin, de lui faire vivre une expérience ludique et riche dans le magasin pour pouvoir lui vendre plus et mieux. Et ensuite, après la visite, comment je fidélise mon client. Donc vraiment, il y a toute une stratégie à mettre en place avant de passer à la phase plus opérationnelle. Donc, capter le client à toutes les étapes de son parcours, donc c'est ce qu'on vient de se dire, avant, pendant et après la visite en magasin, puisqu'on peut trouver différentes fonctionnalités, différents devices. Donc avant, on a les vitrines interactives, comme on l'a vu, pour faire entrer le client dans le magasin. On a les réseaux sociaux, on a le mobile marketing. Dans le magasin, on va retrouver les tablettes vendeurs, les bornes interactives, les scans, le beacon. On va retrouver, pourquoi pas, un community wall, des écrans TV connectés, des cabines connectées, du paiement mobile. Après, on va avoir du contenu ou des fonctionnalités sur le compte client, également du mobile marketing, des réseaux sociaux. Donc tout ça, en fait, fait une boucle. Donc il faut bien définir des parcours qui soient cohérents, des parcours clients qui soient cohérents et surtout sans rupture, donc via une stratégie cross-canal adaptée, de manière à proposer le parcours digital gagnant en point de vente. Donc, le facteur clé de réussite du projet, c'est pour que tout ça fonctionne, il faut une adhésion de toute l'entreprise, puisqu'un projet Digital In-Store doit être porté par la direction de l'entreprise, puisqu'il va impliquer toutes les strates en fait de l'entreprise. Donc, il requiert à la fois une organisation spécifique en interne, des budgets et des ressources dédiées, la maîtrise bien entendu du réseau de distribution, puisque c'est là que tout va se jouer, l'implication des vendeurs, sans eux, pas de succès possible, et des objectifs clairs et les bénéfices qui sont attendus. Donc des bénéfices pour le client et pour la marque. Une nouvelle expérience d'achat pour le client, une forte adhésion à la marque et également un ROI. Un ROI, donc on peut le définir de différentes manières. Ça peut être l'acquisition de nouveaux clients, la fidélisation des clients acquis, la mesure de la satisfaction client, la génération de CA supplémentaires, la génération de trafic en point de vente, l'amélioration de l'image de marque, l'amélioration de la notoriété par l'innovation, et il peut bien entendu y en avoir encore bien d'autres. J'en ai listé ici quelques-uns, mais bien entendu, chaque définition de ROI est propre à chaque entreprise.
Donc, on assiste à une nouvelle typologie des comportements, une redistribution des canaux, donc, et l'évolution du business model, puisque le ROI est maintenant calculé de manière plus globale. Donc, il va falloir repenser également les modes de rémunération, qui va percevoir la vente, le site, le point de vente, quel scénario on va mettre en place, puisqu'en fait, on peut avoir différents modèles. Le repos, la recherche online, le purchase online, le full digital, donc on recherche et on achète en ligne, ou le showrooming. On va rechercher offline et puis on va acheter peut-être online. Le full store, donc on fait tout en magasin. Donc ce qui est important, donc c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'implication du réseau de distribution. Pourquoi? Puisqu'en fait, c'est les vendeurs et les réseaux qui vont manipuler tous ces outils, qui vont vraiment être au cœur de tous ces outils. Donc les franchisés, les adhérents, les succursales doivent vraiment percevoir le digital comme une aide et non comme une concurrence supplémentaire, comme c'est souvent le cas, puisqu'il y a vraiment un phénomène de méfiance face à tout ça. Donc il faudra proposer aux vendeurs des outils digitaux qui leur apportent de réels bénéfices, que ce soit en termes de services, en termes d'aide à la vente, d'innovation, et ce que moi je conseille fortement, c'est de les impliquer dans un système de co-création et d'évolution de ces outils. C'est-à-dire qu'ils doivent vraiment être en amont de la réflexion et en amont de la conception de ces outils. Et on voit que une fois qu'ils ont participé à tout ça, c'est beaucoup plus facile ensuite pour les appréhender. Donc la conduite du changement modifie bien entendu la façon de faire son métier de vendeur ou de conseiller. Donc il est impératif d'accompagner ce changement. Donc, d'où l'intérêt de les impliquer dès le départ, mais il va falloir identifier avant tout ça les freins, les facteurs de motivation, initier donc un mode participatif, de communiquer également à l'ensemble du réseau de distribution, d'impliquer, de former, d'assister les vendeurs, et ensuite d'animer le dispositif, donc de communiquer autour des bénéfices et des résultats. Ça, c'est très important pour faire vivre le dispositif, parce qu'il ne s'agit pas de le mettre en place, il s'agit ensuite de le faire vivre dans le temps. Parce que ce sont souvent des budgets qui sont aussi très importants. Donc, avant de démarrer tout projet, il y a pas mal de questions à se poser sur où on en est, où en est mon entreprise sur ce sujet. Comment la digitalisation va servir les points de vente? Est-ce que c'est plutôt l'efficacité des vendeurs? Est-ce que c'est une augmentation du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est la valorisation de l'offre produit? Est-ce que c'est le rajeunissement de la cible? Donc il y a pas mal de choses on va dire, à cadrer avant de commencer tout projet. Qu'est-ce que va apporter également la digitalisation à mes prospects, à mes clients? Est-ce que c'est une expérience plus ludique? Est-ce que c'est une offre de service plus importante, plus de choix, plus de personnalisation? Quel est également mon dispositif digital actuel? Où j'en suis? Quelles sont les interactions avec mes points de vente? Est-ce que mon site internet propose déjà du click and collect? Est-ce qu'il y a de la géolocalisation? Est-ce que j'ai déjà une application? Comment je vais pouvoir faire vivre un petit peu tous ces outils avec déjà mes outils existants? Et également, ce qui est très important, c'est comment l'entreprise est organisée en interne. Est-ce qu'on est organisé par direction, ou est-ce qu'on a une organisation qui est transverse et qui travaille autour de l'expérience client? Puisque l'intérêt aussi de tout ça, c'est la data client, et la data client doit être partagée entre SI, marketing, commerce, etc. Et on s'aperçoit que c'est pas toujours le cas, et souvent les entreprises fonctionnent toujours en transverse, et c'est là le moment où se posent les grandes questions. Est-ce que c'est également un projet qui est stratégique pour mon entreprise? Est-ce que j'ai un sponsor au comité de direction? Ça peut aider pour la suite des choses. Ensuite, c'est un projet qui va impliquer toutes les directions, donc la DSI, le marketing, le réseau de distribution, la DRH, etc. Donc c'est
important d'être soutenu et c'est important que ce projet soit porté par la direction puisque ça va impliquer toutes ces directions. Comment également j'estime le niveau de maturité digitale des collaborateurs. Est-ce qu'ils sont accompagnés? Est-ce qu'ils vont être formés? Quelle est la part de conduite du changement à apporter? Comment je vais pouvoir les faire évoluer par rapport à tous ces nouveaux outils? Et est-ce qu'on a également identifié les opportunités, les menaces d'un tel projet? Est-ce qu'on a défini une stratégie digitale donc en cohérence avec la stratégie de l'entreprise et de la marque? Donc, est-ce qu'on connaît bien ses cibles, ses parcours clients, ses usages? Donc, c'est la partie que l'on a vue tout à l'heure. Est-ce qu'on a également un macro-planning de déploiement et une fourchette budgétaire qui a été définie? Et enfin, comme on l'a vu également, quel ROI en fait on attend de tout ça? Puisque pour convaincre et pour motiver en interne sur les premières applications et les premiers résultats, il faut qu'on soit rapide. Donc, il faut pouvoir donner des résultats très rapidement. Donc voilà pour les questions en fait que l'on doit se poser. Et enfin, pour terminer, quelles sont les 3 erreurs à ne pas connaître? C'est de tout miser sur le digital et de négliger les points de vente. Donc ça, on s'aperçoit que c'est vraiment un facteur d'échec parce que la digitalisation des points de vente, ça ne veut pas dire de négliger les points de vente, de négliger les vendeurs. Au contraire, on assiste de plus en plus à un mix entre la digitalisation et l'humain, puisqu'on ne peut pas n'être que tout digital. Le deuxième point, c'est de ne pas intégrer le vendeur à sa réflexion. Là, c'est sûr qu'on va directement à l'échec, puisque c'est lui qui va être moteur et qui va être le prescripteur et l'ambassadeur en fait de votre marque avec ces outils digitaux. Et en fait, le troisième point, c'est de mal connaître ses clients et leur parcours, puisque c'est difficile de proposer des outils digitaux si on ne connaît pas ses clients, ses cibles, ses usages, comment ils fonctionnent. Ça peut paraître évident, mais c'est pas forcément le cas de toutes les entreprises. Donc il y a pas mal de choses à revoir et à cadrer avant de travailler sur ce genre de dispositif Digital In-Store. Voilà, écoutez, nous avons fait le tour de la question, en tout cas de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, à l'adresse qui est là, donc contact@smile.fr. Et vous pouvez également télécharger notre livre blanc. Donc sur le site de Smile, donc où l'adresse est indiquée ici. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à bientôt.